quelle raison vous le faites. Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est parce qu'on vous a dit que ça marche bien? Est-ce que c'est parce que vous voulez gagner plein d'argent? Posez-vous vraiment la question, mettez ça à plat et pesez le pour et le contre. Parce que je pense que s'il y a des choses... En fait, si je pouvais revenir en arrière, je verrais certaines choses différemment. Donc posez-vous vraiment la question pour quelle raison vous le faites. C'est la première des choses. Et derrière, je dirais... S'assurer aussi, on le voit bien par rapport à l'histoire de Mathieu, c'est assurez-vous déjà que vous êtes déjà full. Enfin, en tout cas, si tu as déjà des clients, c'est simplement après de les transposer d'un lieu à un autre. Mais ça, c'est tellement important. Autant, on a bien vu son démarrage, forcément, même si tu as un réseau, démarrer dans ta cave tout seul, c'est compliqué parce que tu n'as pas de visibilité. Donc, mais les frais sont sont moindres. Démarrer avec un local, avec tout ce que ça suppose en termes de loyer et de charges, voilà, il faut tout de suite, là, tu as tout de suite beaucoup plus de pression parce que tu dois faire du chiffre assez rapidement, quoi. Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Mathieu Riner, lien de parenté avec Monsieur Teddy Riner. Mathieu est coach sportif à Colmar. Il nous explique sa traversée du désert, il nous explique l'ouverture de son studio de coaching. Cet épisode est vraiment très enrichissant et surtout très inspirant. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Mathieu. Comment construire sa carrière de coach sportif, comment monter son studio, quelles sont les différentes étapes à mettre en place, la gestion d'un business au quotidien, la gestion du temps et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Mathieu. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Mathieu Riner. Salut Mathieu. Salut Andy, bonjour à tous. Merci d'avoir fermé ton studio, tu viens de me le dire en off juste à l'instant. L'idée du podcast, c'est de rentrer dans ta tête et de savoir un petit peu comment tu as démarré, ce que tu as fait et comment tu en es arrivé là. On va le voir, Mathieu a créé un studio. Il m'a été recommandé par Gary, on ne se connaît pas plus que ça, donc ça va être l'occasion d'échanger. Et c'est toujours très riche d'enseignements, donc je me réjouis. Est-ce que déjà tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas ? Alors, je m'appelle Mathieu Riner, j'habite à Colmar, donc en Alsace. J'ai 37 ans. Je suis diplômé du BPGEPS depuis quelques années maintenant et je suis propriétaire de mon studio qui est juste derrière moi. Voilà pour le plus gros et je pense que je répondrai à toutes tes questions au fur et à mesure. Yes. J'aime bien poser la première question. C'est le Mathieu tout petit. C'était qui ? Le Mathieu tout petit, c'est un petit garçon en surpoids qui n'a pas confiance en lui et qui subit les moqueries. Ok. Ça a duré combien de temps ? C'était long cette période ? Oui, en fait, au décès de mon papa en CE1, j'ai pris énormément de poids. Et ensuite, j'ai été en surpoids jusqu'à mes 25 ans. Donc, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Bon, après, voilà, j'ai appris à me défendre. J'ai appris à me battre. J'ai appris à rendre les blagues et rendre les coups. Mais le Mathieu petit, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui et qui subit énormément les moqueries. Ouais. Et avec le recul, cette période-là, toi, tu l'as vécu comment ? Avec le recul, je me dis que sans cette expérience-là, peut-être que je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Donc finalement, aucune expérience n'est négative et toutes les expériences sont bonnes à prendre. Donc si je devais changer quelque chose, je pense que je ne changerais rien parce que si je changeais quelque chose, je ne serais pas là avec toi aujourd'hui. Ok. Et qu'est-ce que tu voulais faire de ta vie du coup ? Enfin, comment tu envisageais du coup ta vie avec les études quand tu étais
Je suppose que c'était pas la voie que peut-être tu pensais quand tu étais jeune. Alors, quand j'étais jeune, on va dire les choses clairement, j'étais un petit con. J'étais un peu perdu dans ma vie. Donc, c'était faire le fou, faire rire la classe, amuser la galerie. J'étais le petit clown. Et en réalité, je ne me suis jamais posé la question de ce que je voulais faire. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit pourquoi pas être cuisinier. Ok. J'ai commencé mes études, j'ai passé mon BEP hôtellerie-restauration. Donc, j'ai été cuisinier, ça a duré quoi, 2, 3 mois. Ok. Et finalement, grosse désillusion quand je me suis rendu compte qu'on vivait à l'inverse des gens dans l'hôtellerie. Parce que quand les gens fêtent, toi, tu travailles. Et quand les gens travaillent, toi, tu te reposes. Donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment pas plu du tout. Bon, c'est un peu avec notre business. Alors, tout dépend un peu, mais tout dépend comment on articule notre activité aujourd'hui. Mais souvent, quand on coach, souvent, on les coach quand eux, ils ne travaillent plus. C'est ça, exactement. Donc, nous, on travaille. Mais bon, là, c'est du plaisir, c'est différent. Yes. C'est différent. Et donc, comment ça se passe au fur et à mesure? Après cette expérience, après cette expérience, qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors, ce qui se passe pour moi, c'est que j'abandonne en bac pro hôtellerie mention cuisine. Je le laisse tomber, j'en ai marre, donc je me prends quelques mois sabbatiques. D'ailleurs, grand respect à ma mère qui m'a supporté pendant 6 mois à la maison. Et j'ai T'as quel âge à cette Là, époque-là? j'ai 17 ans. 17, je vais sur mes 18 à peu près. Et j'ai une période un peu creuse et je fais des petits jobs par-ci, par-là. Et je me rends compte, en fait, j'ai eu une expérience dans la vente qui me permet de me rendre compte que je suis plutôt à l'aise avec les gens. Et je décide de me diriger, après presque 1 an à rien faire, vers un bac pro commerce. Comment tu t'en rends compte de ça? Je suis vachement à l'aise. En fait, j'ai eu quelques expériences dans le service aussi en tant que serveur. Et quand je fais ce métier de vendeur, je me rends compte que je suis bon dans ce que je vends. Tu vois, même si c'est pas quelque chose qui me correspond, je me rends compte que je suis pas mauvais dans ce que je fais et que le contact avec les gens, c'est quelque chose qui me plaît. Alors que j'étais timide quand j'étais plus jeune, là, je me rends compte vraiment que le contact avec les gens, c'est quelque chose qui me plaît, quoi. Et comment ça a été travaillé, ça? Enfin, comment ça, du coup, comment passer de timide à, pas extraverti, mais en tout cas à l'aise avec les gens? Je pense que la carapace joue beaucoup. Cette fameuse carapace dont beaucoup de monde parle, puisque quand tu es petit, que tu n'as pas confiance en toi, que tu subis les moqueries, tu as deux possibilités. Soit tu subis, tu t'enfermes, mais tu deviens quelqu'un d'hyper réservé, ou soit tu te décides finalement à riposter, soit par la bagarre, ça a été le cas à un moment, mais bon, ça ne peut pas durer toute une vie, soit par le fait d'être un bout en train. En fait, tu mets ta carapace, tu fais rire les gens et il faut que les gens sachent qui tu es, il faut que les gens entendent parler de toi. Et comme ça, il n'y aura pas de moquerie puisque tu vas attirer l'attention et les gens ils seront obnubilés par toi et pas occupés à te vanner en fait. Ok. Et là, du coup, tu décides à faire des formations sur le sujet? Ouais, là, je me décide à passer mon bac pro commerce. Vu que j'étais dans le tertiaire avec l'hôtellerie, j'ai la chance de pouvoir passer un bac pro commerce que je valide haut la main. Je me la pète un peu, hein, voilà. Donc, je valide mon bac pro commerce. Et ensuite, vu que je suis toujours un bout en train et que je travaille pas tant que ça, mes vœux pour passer mon BTS NRC, donc négociation relation client, voilà, je me retrouve sans aucune orientation parce que finalement, j'étais trop occupé à faire le pitre et j'ai été accepté nulle part. Ok, ok. Voilà, donc c'est mon histoire, c'est vraiment une longue traversée du désert, hein. C'est beaucoup de petites expériences et de choses qui n'ont pas marché qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui. Et donc, avec quand même quelques notions de vente, est-ce que tu te rediriges vers un job de vendeur ou comment Alors tu fais? là donc j'essaye de passer un BTS en alternance. Finalement, ça ne se fait pas. Et à nouveau, petite traversée du désert jusqu'à trouver un travail en Suisse, parce qu'on est frontalier en Alsace. Travail qui paye bien dans une menuiserie, donc absolument rien à voir avec ce que je fais maintenant. Et là, je prends une première décision qui change un peu ma vie, c'est que là, je me dis, j'en ai marre, je pars vivre en Guadeloupe. Et Ok. donc fin 2009, je claque tout et je pars vivre en Guadeloupe pendant 1 an. Ok. Et pourquoi subitement cet objectif-là? Je suis dans mon questionnement, je crois que j'avais quoi, 24, 25 ans, quelque chose comme ça. Je suis dans le questionnement et je me disais surtout que pour savoir où tu vas, tu as besoin de savoir d'où tu viens.
Et donc, moi, sur le coup, je me suis dit, allez, go, je vais vivre en Guadeloupe, je vais voir ce que mes parents ont vécu, je vais voir comment ça se passe, est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs? Et puis voilà, elle ne l'était pas forcément. Qu'est-ce que tu as appris du coup cette année en Guadeloupe? Que parfois, il vaut mieux continuer d'idolâtrer certaines choses. C'est une très belle île, hein. J'ai beaucoup d'amour pour la Guadeloupe. J'ai pu rencontrer ma famille là-bas aussi, et ça, c'est vraiment top. Maintenant, moi, j'ai grandi en Alsace, donc j'avais pas forcément la mentalité qui correspondait. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés à trouver du travail là-bas. Donc, c'était encore ma fameuse traversée du désert, mais au soleil cette fois-ci. Ok, ok, ok. Et tu fais quoi alors pendant un an? Pendant un an, je fais de la démerde. Je fais ce que je peux. Je fais des petits boulots. Je vais travailler dans des jardins. Tu vis enfin, auprès des membres de ta famille? Tu prends quoi? Non, je suis parti avec mon ex. C'est important de le noter. Je suis parti avec mon ex. Pardon à ma femme si elle m'écoute. Oui, j'ai eu des ex aussi. Je suis parti vivre avec mon ex. Et mon ex, Ok. d'ailleurs, elle a trouvé du travail très, très, très rapidement comparé à moi. Ok. Donc, heureusement qu'elle était là quand même, parce que sinon, ça aurait été une traversée du désert un peu plus longue. Et donc, à la fin de cette année, ou comment se passe effectivement l'année? Pourquoi tu décides de repartir? Alors, je décide de repartir parce que trop, c'est trop. Et quand ton compte en banque, il commence à être vraiment dans le rouge, 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 tu prends certaines décisions. Donc là, je me rends compte que c'est pas fait pour moi et finalement, je me décide à rentrer, quoi, avant qu'il soit vraiment trop tard et que je me retrouve à m'enterrer à l'étranger. Enfin, à l'étranger, Tu trouves pas de poste de vendeur ou de choses comme ça? Enfin, que dalle. non? Vraiment rien du tout. C'est Ok. une calamité. Là, je vais dire un truc. Bon, c'est pas le but, c'est pas le débat, hein, mais je me suis rendu compte aussi que sur une île comme la Guadeloupe, il y avait aussi du racisme dans l'autre sens. Très marrant, mais tu vois, mon ex, qui était blanche, a trouvé du travail directement en tant que vendeuse, avec des patrons qui recherchaient plutôt ce type de profil, alors que moi, avec mon expérience, je n'ai absolument rien trouvé. Tu vois, je me suis retrouvé à bosser dans des jardins, à faire du débroussaillage et ce genre de choses, et à faire comme je pouvais, quoi. T'as douté de toi à un moment donné? Avec toute. Je n'ai pas cessé. Toutes ces années-là, c'est du doute, mais non-stop. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'y vais? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Ça n'a pas arrêté. C'est vraiment, c'est que Parce que ça. quoi, quand tu retournes en Guadeloupe, c'est pour enfin, c'est quoi le mindset? C'est pour quand même essayer de t'installer là-bas, peut-être vivre là-bas, ou c'était simplement dire bon bah j'y vais et puis je Ah non, repartirai. c'était le but, c'est je me suis dit, en fait, je réfléchissais pas plus que ça, mais pour moi, j'allais vivre là-bas, hein. J'ai démissionné, et c'est ça la plus grosse bêtise, peut-être. J'ai démissionné d'un travail en Suisse, alors que tous les Alsaciens savent qu'un travail en tant que frontalier en Suisse, c'est le bonheur ultime. Et moi, j'ai démissionné parce que mon objectif, c'était allez, j'y vais, feu. Ok. Ouais, il n'y avait pas de plan, il n'y avait pas de plan B, quoi. C'était le plan. C'est le plan, j'y vais et ça se passe bien. J'avais pas pensé au j'y vais et ça se passe mal. Et du coup, un an après, tu retournes en Alsace ou tu. Exactement. Début 2011, je rentre en Alsace et continue la traversée du désert qui est la mienne, puisque j'ai plus d'argent, j'ai pas de travail, j'ai pas d'appartement. J'ai mon frère qui m'héberge, heureusement, et d'ailleurs merci à lui. J'ai mon frère qui m'héberge pendant quelques mois, le temps que je rebondisse. Je fais des petits boulots, je monte des échafaudages, j'installe des magasins, je fais des inventaires. Je travaille chez Buffalo Grill en tant que serveur aussi. Et, euh, et là, au mois d'octobre 2011, septembre 2011, octobre 2011, je me dis, tiens, pourquoi pas devenir surveillant, assistant d'éducation dans un lycée, dans un collège. Il y a des vacances, ça peut être pas mal. Je vais aller postuler un peu partout. Et en fait, je postule dans mon ancien lycée dans lequel j'ai fait, j'ai fait mon bac pro commerce. Ils se rappelaient de moi, pas forcément bien, mais j'ai su quoi faire pour me vendre. Et donc, j'ai décroché un poste d'assistant d'éducation. Ok. Et, et du coup, Et là, c'est 3 ans, de planque. C'est 3 ans où j'ai 15 semaines de congés payés. Ça se passe bien avec les ados puisque j'ai une certaine carrure. Je suis en surpoids toujours, hein. J'ai une certaine carrure. Tout se passe très bien pour moi. C'était vraiment une super expérience. Mais là, justement, mon mindset commence à changer. Il y a des gens qui pourraient se dire, c'est 6 ans. En fait, un assistant d'éducation, tu peux l'être pendant 6 années dans l'éducation nationale. ok. Et après, tu es obligé de passer à autre chose. Et au bout de ces Pourquoi ça? Alors là, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Ok. Dans le privé, tu peux faire surveillant aussi longtemps que tu veux, mais Ok. dans l'éducation nationale, tu as 6 ans.
Et donc là, moi, Quand tu parles de mindset qui change, c'est quoi? C'est des rencontres? C'est des lectures? C'est quoi qui fait que… c'est toujours un questionnement sur moi-même parce que je me rends compte que je prends de l'âge et que je peux pas être surveillant toute ma vie. Tu vois, moi, c'est vraiment… je dis pas que je me suis construit tout seul, mais c'est avec l'âge que j'ai commencé à réfléchir différemment. En me disant, ouais, bon, tu as 25 ans, tu as 26 ans, va peut-être falloir arrêter les conneries. Voilà, surveillant, c'est pas un métier d'avenir, quoi. Mmh. Bien sûr, j'ai du respect pour les surveillants, hein, mais je me dis que c'est pas un métier d'avenir. Donc là, je me mets le plus gros coup de pied au cul que je me suis mis jusqu'à maintenant. Et je me dis, OK, stop, c'est terminé, il faut que j'arrête. Je prends n'importe quoi d'autre, mais je peux pas rester là-dedans. Sur mon CV, je veux pas avoir écrit assistant d'éducation, a reçu les appels des élèves en retard et a signé des carnets de correspondance pendant 3 ans, ça m'intéresse pas. Donc là, je quitte le boulot et je prends un boulot de vendeur c'était un tiers-temps, je crois que j'avais 14 heures par semaine à 50 km de chez moi. OK. Donc finalement, ça me paye juste l'essence, les allers-retours, mais je suis sorti de ma zone de confort. Et pour la première fois, peut-être vraiment. OK. Et tout le reste, du temps, tu fais quoi? Alors, tout le reste du temps, je cherche du boulot ailleurs. Je continue de chercher. Je ne trouve pas forcément, mais je continue de chercher. Et là, c'est une période pendant laquelle, et c'est très important, pendant laquelle je me remets en forme aussi. Pendant que j'étais éducateur sportif, non, assistant d'éducation, pardon, j'ai eu 3 blessures consécutives. Je me suis déboîté l'épaule, je me suis tassé les vertèbres et je me suis déboîté le genou. Tout ça à cause de mon surpoids, parce que j'étais en fort surpoids. J'étais à 148 kilos pour 1m78. Ah oui, OK. Mmh. Et donc, à force de ces blessures-là, je me suis dit aussi qu'il fallait peut-être m'y remettre. Et pendant cette période qui a duré de 2013 à 2015, j'ai vraiment attaqué le sport et je me suis transformé physiquement aussi. Voilà. Ça a été quoi ta routine, du coup? Ma routine sportive, c'était fais ce que tu peux au départ. Vas-y, fais tout ce que tu peux. J'étais surtout sur l'alimentation. J'étais allé voir un nutritionniste qui m'a donné les clés. Et en fait, j'ai rencontré un super coach qui m'a dit je te prendrai en charge le jour où tu décideras de faire attention à ce que tu manges. Parce qu'au départ, je faisais n'importe quoi. Ce coach-là qui m'a mis un coup de pied au cul, tu vois, on a tous quelqu'un qui nous marque. Moi, c'est ce coach-là, c'est Laurent Mesmer. Un grand… Ah, bah Laurent, je le connais bien, ouais. Enfin, Ah je le ben connais, voilà. ouais, je connais. Eh ben, c'est Laurent qui… Sans Laurent, je ne serais pas là aussi aujourd'hui. Il m'a mis OK. un gros coup de pied au cul. Il m'a dit, tu sais quoi, moi, je te ferai un programme le jour où tu décides de faire attention à ce que tu manges, parce que tu peux faire toute la muscu que tu veux, tant que tu manges comme un gros, eh ben, tu seras toujours gros. Et cette phrase, elle restera là jusqu'à la fin de ma vie. Et donc, ouais, ma routine après, c'était les programmes de Laurent, OK. avec mon suivi alimentaire. Et c'est Laurent qui m'a permis de me transformer réellement physiquement. Je t'enverrai des photos d'ailleurs de moi avant-après, si tu veux. Ah, avec plaisir. Et En c'est anglais. là que tu prends goût, à l'entraînement? Exactement. En fait, j'ai toujours été un peu sportif. J'ai fait du handball, j'ai fait du basket, j'ai joué au foot. Enfin, joué au foot, non, j'étais dans les buts, parce que le gros, c'est toujours au but quand t'es gamin. Et j'ai toujours été sportif, mais je me suis jamais donné les moyens de me transformer physiquement grâce au sport. Et c'est à ce moment-là, ouais, que je commence vraiment à prendre goût aux entraînements. Je découvre le street workout aussi, qui m'a beaucoup transformé. Et je faisais de la boxe aussi. Et ça, je pense que le combiné street workout, boxe, plus renforcement musculaire, muscu, ça m'a vraiment permis de me transformer. La transformation, elle se fait assez rapidement? Au bout De d'un an, 1 an et demi, peut-être? Ouais, de 2012, je dirais fin 2012 à 2014, je me Ouais. transforme, mais vraiment totalement. Je passe de 148 kilos à 88 kilos. Donc, ouais, très grosse transformation et qui se fait quand même assez rapidement. Et du coup, étant donné que tu, commences à aimer le sport, peut-être aller dans le street workout, peut-être la boxe, les salles, c'est là où du coup tu te dis: «Pourquoi pas, faire une Exactement. formation?» Ouais, c'est ça? Alors, ce qui se passe, c'est que donc dans mon travail à tiers-temps, ça commençait à sentir pas bon. L'entreprise était en liquidation judiciaire, je crois. Et je passais mes journées à chercher du boulot. Et un jour, j'ai vu une annonce qui disait recherche responsable commercial dans une très grande salle de fitness du côté de Colmar. Il demandait au minimum 2 ans d'expérience avec bac plus 2 minimum, chose que je n'avais pas, hein, ni l'expérience, ni le bac plus 2. Mais j'ai osé, j'ai écrit, j'ai postulé, j'ai repostulé, j'ai repostulé.
Et en fait, je suis passé 3-4 fois jusqu'à avoir un entretien. Et en fait, vu que je sais me vendre, ben, l'entretien, je l'ai eu. Et donc, j'ai eu ce poste de responsable commercial en 2000, c'était en 2014, fin 2014, ouais. Responsable commercial, donc tu gères la partie vente du club. C'est exactement ça. Je remets en place un process de vente, je forme les commerciaux et je vends des abonnements. Quoi. Ok. Pour toi, c'est quand même un univers, même si tu avais déjà fait de la vente, c'est quand même un univers un peu différent. Comment tu fais pour switcher sur ce nouveau business? Ben, figure-toi que par mon expérience, ça s'est fait naturellement. En fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que en parlant aux personnes qui viennent pour s'inscrire dans une salle de sport et en leur expliquant un peu mon histoire, ça se fait tout seul. Tu vois, avec un process de vente un peu rodé et surtout avec mon histoire, j'arrivais à vendre très, très, très facilement. Donc, déjà, j'étais bien dans ce milieu puisque je me sentais bien dans les salles de sport et mon expérience en tant qu'ancienne obèse faisait que les gens m'écoutaient, me faisaient confiance et s'inscrivaient, quoi. C'est quoi les recettes alors pour ceux qui nous écoutent là et souvent la vente, c'est un des freins, qu'on soit personal trainer ou qu'on ait un studio, une box ou autre. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager par rapport à la vente? Qu'est-ce que tu as Alors, compris toi aujourd'hui de la vente? j'ai compris que la vente, elle peut être éthique dans le sens où très souvent, le mot commercial ou le mot vente, c'est associé à quelque chose de négatif. Quand tu dis à quelqu'un, ouais, arrête, fais pas ton commercial, etc. Et en fait, il faut vraiment que les gens qui nous écoutent prennent conscience du fait qu'on ne vend absolument rien de mauvais. On n'est pas des vendeurs, on ne vend pas du whisky à quelqu'un qui vient d'arrêter l'alcool. On n'est pas le commercial qui va chez mamie et qui lui vend des encyclopédies alors qu'elle n'en a pas besoin. Ce qu'on vend, c'est un accompagnement sportif. Et les gens qui viennent vous voir, ils ont besoin de ça. Donc, il faut vraiment que vous compreniez que ce que vous vendez, c'est uniquement positif. Vous allez changer la vie de ces personnes et en aucun cas, vous ne leur faites du mal. Donc, même si vous forcez la vente, c'est pour quelque chose de positif au final. Donc, n'ayez pas peur de le faire parce que ce que vous faites, c'est uniquement du bonheur pour les gens. Aujourd'hui, tu as un process, un schéma, précis ou c'est Moi, en fonction? mon Ouais. process de vente, ouais, il est bien défini, il est bien rodé. Je suis à 7 ans, presque 8 ans d'expérience en tant que commercial et dans la vente d'abonnements ou de coaching sportif. C'est un process bien rodé avec des questions bien spécifiques et surtout l'écoute. Je dirais vraiment que c'est important de parler de l'écoute parce qu'on est dans un métier où les gens ont besoin d'être compris. Tu vois, tu peux pas vendre à quelqu'un si toi, tu as juste envie de lui vendre. Il faut que tu écoutes ce qu'il a à te dire, il faut que tu comprennes ce qu'il a à te dire, que tu comprennes ses besoins et ça ira tout seul. En fait, c'est de l'écoute active. Quelle est la question que tu poses à chaque entretien de vente? Est-ce qu'il y a une question qui entre guillemets, qui revient fréquemment? Ben, la seule question, la première de toutes et qui va débloquer toutes les réponses, c'est quels sont vos objectifs? Parce que j'aime bien cette phrase, tu vas pas au restaurant si tu veux pas manger. Tu vas pas franchir la salle de sport, le pas de la porte de la salle de sport ou du studio de coaching si tu n'as pas besoin d'être accompagné, si tu n'as pas un objectif. Donc, quels sont vos objectifs? C'est vraiment ça la première question que je vais poser à quelqu'un. Et si la personne, elle te dit, je sais pas trop, c'est quoi ta deuxième question? Bah, vu que je fais de la PNL, je vais lui demander, et si vous saviez, ce serait quoi? Puisque finalement, la personne, elle le sait. Quoi qu'il arrive, elle a les réponses à l'intérieur d'elle-même. Donc, même si elle te dit qu'elle ne sait pas, elle le sait quand même. Si vous deviez, donc j'irais l'aiguiller sur, si vous deviez changer quelque chose chez vous, ou si vous deviez améliorer quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Est-ce qu'il y a une réelle différence entre une vente d'un abonnement de fitness et vendre un accompagnement de coaching aujourd'hui par C'est rapport à… exactement la même chose. Finalement, c'est exactement la même chose. Parce que les besoins sont les mêmes. Quelqu'un qui vient dans une salle de fitness ou dans un studio de coaching, c'est quelqu'un qui a besoin de vous, qui a besoin de faire du sport. Donc, même si elle est inscrite à la salle, elle aura peut-être besoin d'accompagnement. Donc, c'est exactement le même questionnement. Moi qui ai fait également les deux, bon, après, c'est plus une question de valeur perçue. Je pense qu'il faut, enfin, en tout cas, par rapport à des accompagnements, enfin, ou à des clubs qui sont, à l'époque, c'était 49, 59 par mois. C'était quand même des clubs de fitness assez hauts pour des clubs de fitness. Mais quand tu vends après des programmes à 300, 500 € par mois, c'est clair que, bon, il faut quand même que la personne en face
en face de toi, elles comprennent toute la valeur perçue, que la différence entre simplement elle a un accès à un club et après elle a un accès à un accompagnement par rapport à un résultat, quoi. Ah, c'est clair, augmenter la valeur perçue, c'est le secret. D'ailleurs, je fais ma petite pub pour les personnes qui ont du mal à vendre. Avec Gary Babo, dont tu parlais, nous venons d'ouvrir l'école des coachs, qui est un centre de formation pour les éducateurs sportifs en post-diplôme, où on apprend aussi beaucoup, ça fait partie des chapitres qu'on aborde, d'apprendre à vendre du coaching. Donc, on donne vraiment nos secrets, nos recettes et tous les questionnements qu'il faut pour pouvoir vendre du coaching, quoi. Ok. Et comment se passe cette expérience dans le club alors? Dans le club, alors je le nomme quand même, c'est Aqua Fitness à Colmar, puisque sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc mon expérience, c'était en 2015, ça se passe bien. Maintenant, on n'est pas sur la même longueur d'onde avec le dirigeant. Et donc moi, je me dirige vers de nouveaux horizons. Et je décide de prendre des risques et de redevenir simple commercial dans un autre club qui recherchait juste un commercial. Et finalement, ça se passe super bien jusqu'à gravir les échelons là-bas aussi pour devenir responsable événementiel et derrière prendre le management du club. Ok. Donc ça, c'était en 2016. 2016, ok. Donc je continue, tu noteras bien que je ne suis pas encore éducateur sportif à ce moment-là. Non, je vois, je vois. Mais tu as quand même un pied dedans. Exactement, j'ai déjà le bon pied qu'il faut dedans. Et Donc tu commences à voir, à regarder ce que font les éducateurs dans les clubs. Il y a peut-être des coachs aussi où le personal training arrive peut-être dans les clubs où tu es. Enfin, comment ça se passe tout ça? Alors, moi, je me rends compte, j'échange beaucoup. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça se passait très bien là où j'allais. J'avais un réel échange avec les coachs. Tu sais, il y a très souvent une espèce de scission entre le côté commercial et le côté des éducateurs sportifs dans les grands clubs de fitness. Et c'est souvent le coach, non, il n'a pas le droit d'être derrière l'accueil, et toi, tu n'as pas à être sur le plateau, tu dois être derrière ton accueil. Ben, moi, je mettais en relation les deux. Je voulais vraiment qu'on travaille ensemble pour pouvoir aller dans le sens des clients et des adhérents plutôt que de créer une espèce de guéguerre coach commercial, quoi. Et donc, j'échange beaucoup avec les coachs et j'ai beaucoup d'adhérents qui me demandent est-ce que je fais du coaching? Parce que vu que j'ai un certain physique, on sait tous que malheureusement, les gens ils regardent en fonction du physique, ils vont très rapidement se faire des idées. Et vu qu'à cette époque-là, j'avais un certain physique, j'ai énormément de demandes qui venaient vers moi pour me demander est-ce que tu fais des programmes, est-ce que tu peux me coacher, est-ce que tu peux me prendre en charge? Mais vu que je ne suis pas éducateur sportif, à ce moment-là, je ne le fais pas. Mais l'idée, elle est déjà là, mais je n'ai pas encore les moyens de le faire. Ok. Les clubs où tu es passé, au niveau du personal training, c'était quoi? C'était des indépendants, c'était des salariés qui faisaient du coaching? Que du salarié. Ouais, à cette époque-là, vraiment, les indépendants, c'était très, très rare. On est quoi? Ouais, 2015, 2016. Je crois que la notion d'indépendant, elle n'existe même pas dans les clubs là où je suis. Quelles sont les meilleures stratégies pour toi pour développer du coaching dans des clubs de fitness? Toi qui as cette casquette aussi de commercial et de vision en termes de management. La meilleure stratégie pour un coach, tu veux dire en tant qu'indépendant ou même un coach ou un coach qui est dans un club salarié ou indépendant qui veut justement développer le coaching à l'intérieur du club? C'est la première des choses, ça va être son savoir-être, selon moi. C'est vraiment une attitude. C'est le coach qui arrive et qui rayonne, qui va dire bonjour à tout le monde, qui va prendre soin d'aller expliquer une petite chose à tout le monde, mais pas sans montrer qui sait tout. Vraiment un coach qui est bienveillant, qui va lui dire ah mais tu fais quoi aujourd'hui? Ah c'est super, ok, est-ce que tu penses que tu pourrais le faire comme ça? Ça pourrait être... Cette personne-là, c'est elle qui va réussir dans le coaching. Parce que tout le monde dans la salle saura qui il est avenant, il est gentil, il est poli. Quand il arrive, tout le monde sait qu'il est là. Et c'est vers lui que naturellement les gens ont envie de se diriger. Donc je pense que la vraie méthode pour développer son activité de coach et de personal trainer, c'est d'être une bonne personne et d'être un coach à n'importe quel moment. Que ce soit dans le club ou que ce soit à l'extérieur, ça va être important pour lui d'avoir une attitude de coach et qu'il soit irréprochable du début jusqu'à la fin. Et dans les clubs où tu es passé, est-ce qu'il y a des stratégies, on va dire marketing ou commerciales que vous avez mis en place pour vendre ce type de produit? Le personal training, à l'époque, c'était pas vraiment... dans les salles dans lesquelles j'étais, le personal training, c'était vraiment pas à la mode. Tu sais, c'était plus des bilans de 30 minutes avec chaque nouvel inscrit une fois tous les 2 mois, histoire de fidéliser un petit peu la clientèle. Mais cette notion de personal training, elle n'était vraiment pas encore abordée. Ok.
Et du coup, toi, personnellement, la transition, elle se fait quand pour passer du commercial à je me lance en tant qu'éducateur sportif? Alors, donc je change encore une fois de club, ça se passe très bien, mais avec ma conjointe, on se décide, on se dit, allez, feu, on part. Et on est parti à La Réunion. En 2018, je fais mes valises avec ma femme et on décide de partir vivre à La Réunion. Et donc là, à La Réunion, c'est pareil. Là, je découvre le côté indépendant, puisque je travaille en tant qu'indépendant, commercial indépendant. Moi qui avais cette espèce de syndrome de l'imposteur, j'y arriverai jamais, j'arriverai pas à gagner ma vie. Là, je deviens indépendant et je me rends compte qu'en tant que commercial indépendant, j'arrive bien à gagner ma vie. Et Toujours dans le fitness, tu trouves dans toujours un dans le club? fitness, ouais, chez Ok, Moving à La Réunion. ok. Grand club, et en plus, il y en a beaucoup, ça se passe super bien, super équipe, super process, c'est vraiment top. Mais avec ma femme, on se pose des questions. Bon, se passe une chose un peu moins cool. Ma femme tombe enceinte, on se disait qu'on voulait rentrer en métropole et elle perd le bébé. Donc bon, après, c'est la vie, ça arrive. Et à ce moment-là, bon, ça me met une grosse claque et je me dis, qu'est-ce qu'on fait? Et donc nous, on voulait rentrer et j'avais rien et je savais que j'avais rien. Et je savais qu'il y avait un centre de formation pour les coachs sportifs qui avait ouvert à Mulhouse, donc l'académie Formez-moi. En fait, j'ai écrit à la directrice que je connaissais bien. Et en fait, à ce moment-là, c'était parti. J'avais pris énormément de poids, j'avais repris beaucoup de poids parce que j'étais pas bien, mais je suis rentré en métropole, j'ai passé mes tests. J'ai passé les TEP à 106 kilos. C'était quand ça? En 2019, du coup? 2019, ouais. Ok. Je rentre en mai 2019. Elle m'a dit, je t'inscris sur les TEP du mois d'août, comme ça, tu as le temps de te remettre en forme. Finalement, elle m'a mis un coup de pression. Elle m'a forcé à faire les TEP au mois de juin à 108 kilos. Je suis sorti de ma zone de confort, je me suis entraîné, j'ai réussi à les passer. Ouais. Donc tu démarres en septembre ta formation? Exactement. Septembre 2019, j'attaque ma formation d'éducateur sportif avec un BPGEPS. Donc, je passe le BPGEPS AF et les deux mentions, donc A et B, cours collectif et haltérophilie musculation. Et alors, content de ton choix? C'était une. Aucun Tu as regret. passé- C'est une année phénoménale. J'ai jamais été à fond dans les cours. J'aimais pas forcément aller à l'école. Et là, c'était 10 mois pendant lesquels j'ai été content d'aller en cours tous les jours de ma vie. Parce que tous les jours, j'apprenais quelque chose sur quelque chose qui me passionnait vraiment. L'anatomie, j'étais fan, c'était vraiment génial. Superbe année. Ok. Donc, à la fin de ces 10 mois, il se passe quoi? À la fin de ces 10 mois, il se passe que ma femme est tombée enceinte entre-temps et elle accouche à quelques jours de mon examen. J'ai passé les examens, j'ai dû repartir au cas où elle accouchait en plus. Et donc, je valide mon diplôme. Et la salle dans laquelle j'ai fait mon stage me propose de rester pour 3 cours par semaine. Ouais, 3 cours par semaine. Et j'ai 2 coachings que je fais dans cette salle sur Colmar. Donc, pour l'instant, c'est vraiment ça. En 2021, fin 2020, début 2021, j'ai 3 cours par semaine et 2 coachings. Ok. Donc, rien de vraiment folichon. Et en fait, l'académie Formez-moi, donc le centre de formation pour éducateurs sportifs dans lequel j'ai fait mes cours, j'ai passé mon BPGEPS, me propose un poste de formateur. Parce que j'ai apparemment tapé dans l'œil des formateurs et on me propose un poste de formateur 1 an après ma sortie de diplôme. Donc Mhm. maintenant, je suis donc formateur aussi dans ce centre de formation. Et se passe ce qui se passe, ça se passe pas forcément bien là où je travaille. Et le 26 décembre 2021, j'ai le patron qui m'envoie un SMS et je t'explique un petit peu. On n'y croit pas. Fin décembre, je sens que ça se passe pas bien. Je prends un cahier, je me note objectif 2022. La première chose que je note, c'est quitter la salle, point d'interrogation. Je reçois le message pendant que je suis en train d'écrire cette phrase du patron qui me dit je n'ai plus de cours à te donner à partir du mois de janvier. On est le 26 décembre. Et à ce moment-là, je me dis bon, bah, qu'est-ce que je fais? Je continue d'écrire sur mon papier et je me note mes objectifs 2022. Développer le coaching, développer mon activité, me faire voir sur les réseaux et vivre de ma passion. Et 2022, début 2022, j'ai un TRX dans ma cave avec un sac de frappe AliExpress et 3 dalles de sol de chez Decathlon. Et je me lance en indépendant pour coacher les gens chez moi, dans ma cave.
Comment tu t'y prends pour te faire connaître? Ben, j'ai la chance d'avoir travaillé dans plusieurs salles du côté de Colmar, du côté de Mulhouse. Donc, j'utilise mes réseaux et j'ai la chance d'avoir toujours eu un Facebook professionnel. Donc, je suis toujours resté en contact avec toutes les personnes que j'ai vues dans toutes les salles dans lesquelles j'ai travaillé. Alors, ben, je communique, je dis que je deviens coach, que je me lance chez moi. Et puis voilà. Donc, beaucoup de communication sur les réseaux et j'en parle. J'en parle autour de moi, je le dis à tout le monde, quoi. D'où l'importance, une nouvelle fois, du réseau et de se créer un réseau le plus rapidement possible, quoi. Exactement. Ouais. Et le démarrage se passe comment alors? Ah bah c'est dur. Si tu veux tout cru dans le bec directement, c'est compliqué. Là, on est au mois de février, je dois avoir 3 personnes. Je dois coacher 3 personnes, 4 peut-être. Et pourquoi le choix de faire ça, chez toi et pas aller dans un club et payer un loyer? Bah, parce que je suis une tête de cochon. Janvier 2022, je suis allé voir un patron de salle pour lui proposer de lui payer un loyer et de faire du coaching chez lui. Il m'a pris de haut. Il m'a expliqué que lui, bon, il n'avait pas le temps, qu'il allait se pencher sur la question et qu'il me réécrirait. Donc, je lui ai redit que c'était urgent. Il m'a encore pris de haut. Et en fait, je suis quelqu'un, j'aime pas qu'on me prenne de haut. Donc, je me suis dit, OK, tu ne veux pas, c'est pas grave. Moi, je me débrouille de mon côté et ça va le faire parce que j'ai confiance en moi. Donc, voilà. En fait, c'est vraiment, j'ai essayé, ça n'a pas marché et rien n'arrive au hasard. Ça m'a énervé. Donc, j'ai pris les devants, quoi. Il te faut combien de temps entre ce démarrage là en janvier 2022 et le moment où tu commences à développer ton chiffre d'affaires et à vivre de ton activité? Bon, au mois d'avril, je crois que je vivais déjà bien de mon activité. En fait, j'ai eu l'idée, et je pense que c'est les meilleures idées, et j'invite tout le monde à le faire. En fait, je me suis formé. Simplement, je suis allé faire formation en hypnose, donc formation en hypnose et formation en PNL. Donc, c'est là où j'ai rencontré Gary d'ailleurs. Et ces formations-là m'ont permis de sortir du lot. Parce que j'ai mon expérience en tant qu'ancienne obèse, j'ai des problèmes d'hyperphagie, donc je connais parfaitement cette problématique. Et je me dis, j'ai vraiment envie d'accompagner les gens au mieux et de les aider en rentrant ici, plutôt que d'aller travailler uniquement sur le sport. Donc, je me décide à me spécialiser dans vraiment l'accompagnement des gens qui souhaitent perdre du poids, la perte de poids, les troubles du comportement alimentaire, l'hyperphagie, etc. Et vu que je me forme, je communique sur le fait que je me forme et je commence réellement à développer mon activité. OK. Bon, une nouvelle fois, on en revient à la spécialisation et l'expertise entre, être généraliste ou expert. Exact. Tu as vraiment senti la différence, toi? Totalement. Totalement. En fait, l'hypnose, au départ, c'était un peu spectaculaire. Il y a très peu de monde qui font ça du côté de Colmar. Donc, je l'ai vraiment mis en avant. Et là, j'ai énormément de monde qui m'ont fait des demandes. Et ça n'a pas arrêté. J'avais beaucoup de demandes. Bon, après, des gens qui me demandaient d'arrêter de fumer, ce genre de choses, chose que je ne fais pas, hein. Mais j'ai beaucoup de monde qui a commencé à se dire, tiens, c'est une façon différente de procéder. Je veux savoir comment ça se passe. Et donc, qui dit renseignement, dit intérêt. Et qui dit intérêt, dit process de vente bien rodé et inscription derrière. Hormis le réseau, tu as d'autres stratégies marketing au démarrage quand tu as ton business, enfin, chez toi? C'est le réseau, le bouche à Ouais. oreille. C'est vraiment une source phénoménale de prospects et de clients. Si je fais le calcul de mes réseaux, c'est-à-dire j'avais fait un site internet, un petit site internet, réseaux sociaux et site internet, j'ai peut-être 3 personnes qui sont venues. Par contre, du Ouais. bouche à oreille, j'en ai une quinzaine, quoi. Au moins. Et ta façon de fonctionner, dans le coaching, comment tu fonctionnes en termes d'offres, en termes de pricing? Comment tu travailles toi, de ton côté? À cette époque-là, j'étais un peu perdu, hein. J'étais encore sur, je vendais à l'heure. J'étais à 50 € de l'heure et en plus de ça, je faisais des tarifs dégressifs. Si tu prends 3 heures par semaine, tu payes 45 € au lieu de 50. C'était un grand n'importe quoi puisque je ne savais pas encore. J'étais encore un peu perdu à ce niveau-là. OK. Et c'est quoi le passage où, tu fais ça chez toi avec un TRX et des dalles de Décathlon à monter, le studio qu'on voit juste derrière toi là? Alors, j'avance, au fur et à mesure, j'avance, en fait, plus je gagne ma vie, plus je mets de côté, et plus j'achète du matériel. Donc, au fur et à mesure, je m'équipe, hein, avec des dumbbells, des kettlebells, un tapis, un rameur.
Et il y a un moment où je me rends compte aussi que je ne peux pas travailler dans ma cave indéfiniment. Tu sais, c'était très bas de plafond, je ne pouvais pas faire un épaulé jeté. Tu levais les bras, ça touchait. Mes doigts, ils touchaient le plafond. Il y avait une toute petite fenêtre, ça sentait un peu le fioul. Et tu te dis, c'est surtout là, avec le recul, je me dis, les gens venaient chez moi. J'ai des gens qui gagnent très bien leur vie, qui venaient devant chez moi en Porsche, en Maserati ou en Porsche Cayenne. Mes voisins, ils ont dû halluciner. Mais c'est vraiment là où j'insiste. Les gens, ils recherchent une expérience, hein. Tu sais, aller dans une cave pour sentir le fioul, il faisait froid en hiver, j'avais des chaufferettes dans les poches. C'est pas quelque chose qui vend du rêve quand tu le lis comme ça. Mais je pense que l'expérience, elle joue énormément. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, je m'occupe bien des gens, ça se passe très, très bien. Et au fur et à mesure, j'ai de plus en plus de monde, de plus en plus de demandes. Et en fait, c'est plus possible. Les gens, ils viennent chez moi. En plus, j'enchaîne 9h, 21h. Je fais du coaching de 9h à 21h non-stop. Ok. Donc, c'est bien, l'argent rentre, mais c'est pas tenable sur la durée, c'est impossible. Donc, au fur et à mesure, je me dis, il faut que je trouve un endroit dans lequel faire ça différemment. Ok. Et alors, c'est quoi tes recettes pour créer un studio? Comment tu t'y es pris? C'est quoi les premières étapes? Je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent la question, qui écoutent le podcast. Donc, quelles sont les recommandations que tu pourrais leur faire? Alors, la première des recommandations que je pourrais faire, c'est assurez-vous que vous avez vraiment envie de faire ça. Posez-vous la question pour quelles raisons vous le faites. Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est parce qu'on vous a dit que ça marche bien? Est-ce que c'est parce que vous voulez gagner plein d'argent? Posez-vous vraiment la question, mettez ça à plat et pesez le pour et le contre. Parce que je pense que s'il y a des choses, en fait, si je pouvais revenir en arrière, je verrais certaines choses différemment. Donc, posez-vous vraiment la question pour quelles raisons vous le faites. C'est la première des choses. Et derrière, je dirais. S'assurer aussi, enfin là, on le voit bien par rapport à l'histoire de Mathieu, c'est assurez-vous déjà que vous êtes déjà full. Enfin, en tout cas, si tu as déjà des clients, c'est simplement après de les transposer d'un lieu à un autre. Mais ça, c'est tellement important. Autant, on a bien vu son démarrage, forcément, même si tu as un réseau, démarrer dans ta cave tout seul, c'est compliqué parce que tu n'as pas de visibilité. Donc, mais les frais sont sont moindres. Démarrer avec un local, avec tout ce que ça suppose en termes de loyer et de charges. Voilà, il faut tout de suite. Là, tu as tout de suite beaucoup plus de pression parce que tu dois faire du chiffre assez rapidement, quoi. C'est exactement ça. J'avais cette conversation hier avec un de mes élèves qui me demandait, ouais, mais je suis en train de voir pour faire un home gym, j'ai regardé, je vais en avoir pour 8 000 euros. Je lui ai demandé, mais tu as combien de clients? Il m'a dit, bah, pour l'instant, j'en ai pas. Tu vois, il est prêt à mettre 8 000 euros parce que pour lui, c'est important d'avoir du matériel de qualité. Parce qu'on lui a dit que pour ouvrir son home gym, il fallait ci, il fallait ça, alors que peut très bien coacher avec un TRX et avec un gilet lesté. Les gens, ils recherchent l'expérience, ils ne cherchent pas forcément le bon matériel, quoi. Ah bah, c'est sûr que si tu arrives à avoir des clients avec un bout de tissu et puis un crayon de bois, si tu arrives à avoir 10-15 clients, bon, le jour où effectivement tu auras des belles lumières avec du beau matos, ce sera qu'un avantage. Mais une nouvelle fois, effectivement, les gens n'attendent pas où ils iraient dans des clubs qui sont magnifiques. Mais le coaching, même si ça participe à l'expérience, ça peut être un élément d'expérience. Ce qu'il faut que vous pensiez, c'est qu'on vend un résultat, une transformation et une expérience et une relation humaine, quoi. C'est tellement ça, la relation humaine. Pour moi, c'est au-dessus. C'est vraiment la relation que les gens recherchent. Tu as mis combien de temps entre le moment où j'ai l'idée et le moment où j'ai mon premier client? Au niveau du coaching, tu veux dire? Au niveau de ton centre, ouais. D'ici là, du studio, tu veux dire? Mais en fait, mes clients m'ont suivi, hein. Moi, mais t'as mis combien de temps entre, tu vois, trouver le local, etc. Ça a été très, très, très rapide. Ouais. Parce que, en fait, par orgueil, quand le fameux patron là, m'a dit j'ai plus de cours à te donner, j'avais déjà réfléchi. Ok. Mais c'était pas le bon moment. Donc, le temps de monter le business plan, le plus difficile, ça a été de trouver le local. Parce que j'ai eu une petite désillusion. J'ai quelqu'un qui m'avait promis un local. J'ai fait tout ce qu'il fallait, business plan chez le comptable. J'avais payé pas mal de trucs et finalement, il s'est rétracté. Mais à partir du moment où j'ai trouvé le local, j'ai envoyé le business plan, je suis allé à la banque. Allez, je dirais 3 mois. Ça a été très, très rapide parce que j'avais déjà des bonnes idées avant, mais ça s'est fait en 3 mois. Ouais. Ok.
Avec le recul, donc tu nous partageais un petit peu, les choses que tu aurais peut-être fait différemment. C'est quoi que tu aurais fait différemment? Ce que j'aurais fait différemment, c'est là, j'ai mis en place un free access. Tu vois, vraiment parce que je me suis dit, moi, je suis dans mon studio, je vais coacher des gens de telle heure à telle heure. Donc, pourquoi pas laisser l'accès à 5 personnes en même temps au studio. Donc, avec un entraînement du jour sur lequel ils peuvent s'entraîner. Et vu que je suis présent, quoi qu'il arrive, il y aura de la correction, chose qui est réelle. Hein, il y a toujours de la correction, il y a toujours un accompagnement. Mais quand tu es dans ta cave, tu as une relation privilégiée avec les gens. À partir du moment où tu prends plus grand et qu'il y a d'autres personnes, cette relation privilégiée, elle empathie un petit peu et tu peux plus avoir un focus à 100%. Et je trouve ça dommage parce que j'aime vraiment la relation que j'avais tissée avec ces personnes et j'ai pas envie de perdre ça. Donc, si j'avais vu ça autrement, ce serait peut-être une pièce différente, une plus petite pièce dans laquelle je puisse faire mes coachings et avoir gardé cet esprit d'accompagnement à 100% et pas à 90%. Parce que les gens, ils ne nous payent pas pour être à 90%, mais à 100% avec eux. Là, en termes de chiffres, c'est-à-dire, quelle superficie? Est-ce que tu peux nous donner des ordres d'investissement pour que les gens se rendent compte un petit peu? Alors, j'ai un local qui fait 145 mètres carrés. 145 mètres Ouais, carrés. donc il y a de l'espace en one-to-one pour le coup. Ouais, clairement. Bon, 145 mètres carrés, on compte les vestiaires. Ouais. Et j'ai également donc vestiaire, toilette. J'ai ma femme qui a une petite pièce qu'on lui a aménagée pour faire du drainage lymphatique. Ouais. Donc, on a une training zone qui fait à peu près 80 mètres carrés. En termes d'investissement, c'est 50 000 euros de prêt pour tout ce qui est travaux, aménagement et 10 000 euros, 12 000 euros à peu près de matériel, parce que j'avais déjà du matériel que j'ai ramené aussi. Donc environ entre 60 et 70 K, quoi. Voilà, tu comptes Ok. 70 K pour être tranquille sur une petite surface, hein, parce qu'elle n'est pas très grande encore. Ok. Toi, aujourd'hui, donc, tu nous as expliqué le business model du one-to-one. Tu fais pas de small ou de semi-privé? En fait, j'ai du small group, c'est ce qui permet, c'est mon fonds de roulement finalement. J'ai 80 personnes qui ont la possibilité de venir à un cours par semaine en small group ou 2 cours ou 4 cours. C'est 4 abonnements, enfin c'est 3 abonnements différents, le basique, le premium et l'élite. En fait, le basique, c'est un cours en small group par semaine avec du free access en illimité. Donc free access, c'est des créneaux de 13h à midi, de 9h à midi et de 13h à 18h. À 5 personnes maximum par créneau horaire avec un coach. Donc, free access en illimité et un cours par semaine. Premium, c'est free access en illimité et 2 cours par semaine. Et Elite, c'est 4 cours par semaine et free access toujours en illimité. Et les cours sont quand, du coup? S'il y a des horaires fixes, je suppose? Ouais, c'est midi 20, de midi 20 à midi 50. C'est des entraînements de 30 minutes. Donc, ils sont optimisés vraiment pour avoir le plus de résultats possible. Donc, midi 20 à midi 50, 18h20 à 18h50 et 19h à 19h30. Ok. Et comment tu gères le fait d'avoir 5 personnes en free access au même moment? Même chose, c'est réservation en ligne obligatoirement? Exactement, c'est réservation en ligne avec une liste d'attente également. Au Okay. départ, Et quand tu as un one-to-one, du coup, tu fermes le créneau et ils ne peuvent pas s'inscrire au créneau? Ah, si. En fait, c'est là où c'est vraiment ça, le regret que j'ai. Après, c'est génial parce qu'il y a vraiment, j'ai des gens super, j'ai des clients qui sont vraiment top, mais c'est sûr que je n'arriverai pas à avoir la même attention pour ma personne que je coach en one-to-one si j'ai 5 personnes qui sont là en free access. Donc, le but après, j'ai des intervenants extérieurs aussi, hein, j'ai des coachs qui interviennent et qui font du coaching. Donc, l'objectif aussi, c'est qu'eux soient présents durant le free access pour qu'il y ait un autre œil sur les personnes qui viennent s'entraîner en free. Ok, intéressant. Donc aujourd'hui, là, le modèle, ouais, tu as combien de coachs et ce sont quoi? Ce sont des coachs indépendants? Et coach indépendant, je n'ai pas de salarié. Moi-même, je suis gérant non salarié. J'ai 4 coachs qui interviennent à différents créneaux. En fait, eux, ils payent un loyer et ils ont la possibilité de coacher. En payant ce loyer, ils ont également la possibilité de démarcher la clientèle du studio, puisque j'ai ma clientèle, mon fonds de roulement, donc les personnes qui prennent l'abonnement. Eux, ils ont la possibilité de les démarcher. Et je les ai également formés à la vente au niveau de. Ouais, je les ai formés à la vente pour qu'ils soient performants, en fait. Ok. Comment toi, tu trouves tes clients one-to-one alors? Je les trouve plus. J'ai plus de place.
Ok. J'ai plus de place. Donc, c'est mes anciens clients. J'en ai pris quelques-uns. J'ai ouvert quelques créneaux. Mais vu que vraiment, en plus, je me spécialise encore plus maintenant, je laisse la possibilité à mes coachs de développer leur activité plutôt que d'essayer de développer. En fait, moi, mon objectif 2024, c'est de gagner du temps. Donc, je veux plus en rajouter de coaching. Je veux me libérer du temps. Parce qu'aujourd'hui, l'emploi du temps de Mathieu, c'est quoi sur une semaine? Ouf! Alors, mon emploi du temps, c'est, excepté le lundi où je termine à 17h, et le mercredi où je passe du temps avec mon fils quand même, parce que c'est très important, c'est 8h, 21h à peu près. Tu es dans une prison dorée parce que finalement, tu peux pas sortir. S'il y a des gens qui viennent en free access à n'importe quel moment, Ouais. tu peux pas sortir. Donc, j'arrive à 8h, c'est le petit temps où je peux ranger le studio, faire ma paperasse, etc. Et derrière, ben, je suis là de 8h à 21h. Hein. Ok. Et c'est quoi ta vision par rapport à ton business? Comment tu te vois dans 3 à 5 ans? Dans 3 à 5 ans, je me vois beaucoup moins dans le studio. Mon objectif, comme je disais tout à l'heure, on a ce centre de formation à l'école des coachs. Mon but, c'est de travailler sur la formation en ligne. J'aimerais aussi transmettre, continuer de transmettre. Donc, l'objectif, c'est commencer le consulting en 2024, continuer de former les gens en 2024 aussi, faire du consulting auprès des personnes qui souhaitent soit développer leur activité ou qui rencontrent des problèmes pour développer leur activité. Et au sein du studio, mon objectif, c'est d'avoir des coachs, des stagiaires, d'avoir des gens qui interviennent et que moi, je vienne faire mes coachings, quelques cours, et basta. J'ai assez donné, là, je commence à fatiguer. Yes. Et quelles sont les améliorations que tu peux faire par rapport à ce que tu fais aujourd'hui ou les axes de développement pour toi? Les axes de développement à voir pour une plateforme en ligne éventuellement sur les mêmes types de personnes qui sont à la recherche d'accompagnement un peu différents. On peut très bien rajouter ça en ligne et je pense que ça ne poserait pas de problème. On va également l'année prochaine rajouter des cours avec les enfants parce qu'on a une forte demande. Vu qu'on a une clientèle qui est essentiellement féminine, beaucoup de mamans qui n'ont pas pu se reprendre en main avant ou qui n'osaient pas forcément. Donc, on a quand même une forte demande de pouvoir s'entraîner avec leurs enfants. Donc, je pense que les cours avec les enfants, c'est quelque chose qui va arriver en 2024 aussi. C'est quoi ta vision du métier là, depuis que tu as commencé en tant que commercial dans les fitness et aujourd'hui, ouais, ta vision sur le fitness, ta vision sur le personal training et le coaching? Ma vision sur le fitness à proprement parler, c'est que c'est tellement changeant que je ne saurais donner d'avis réel. Tu vois, je me rends compte que ce qu'on nous disait il y a 10 ans, c'est déjà has-been, et ce qu'on nous dit aujourd'hui, ce sera sûrement has-been demain. Donc, j'ai une vision du fitness qui est pas la bonne, peut-être. Je me dis, ça change tout le temps. Je sais pas où on se dirige, et j'ai l'impression d'être totalement, pour être totalement honnête, je dirais que moi, j'ai l'impression d'être un ovni parce que je m'intéresse pas plus que ça à tout ce qui est dit. Tu vois, je fais mon petit bonhomme de chemin parce que c'est ce que j'estime bien pour moi et j'espère accompagner un maximum de personnes qui sont comme moi. Mais tu vois, je ne vais pas au FITEX. C'est peut-être une erreur. Hein. Je ne vais pas au FITEX. Je ne regarde pas forcément énormément de conférences sur mes camarades, sur mes collègues, parce que parfois, je ne me reconnais pas dans ça. Et c'est peut-être triste et c'est peut-être une erreur de ma part, mais j'avance à l'instinct. Donc, je ne me prends pas trop la tête et je ne regarde pas trop ce qui se passe à l'extérieur. J'essaie d'avancer en fonction de ce que moi je ressens. Quoi. Et depuis que tu as démarré le coaching, c'est quoi les plus grosses problématiques que tu as rencontrées? La plus grosse problématique que je rencontre pour aider les gens à atteindre leurs objectifs, c'est que l'homme est un loup pour l'homme. Les gens, en fait, ils se posent leurs propres problèmes et ils se posent trop de questions. Et en fait, je me rends compte que beaucoup de personnes que j'ai accompagnées jusqu'à maintenant, ils n'ont pas de réel problème. Ils veulent se les créer et ça les empêche d'avancer. Donc ça, c'est ma problématique pour pouvoir accompagner les gens. Ou peut-être que toi, tu me parlais de la problématique en général dans le milieu de la Non, c'était par rapport à une problématique que toi, tu pouvais avoir ou que tu voyais. Moi, c'est ça, je me rends vraiment compte et je m'adresse à toutes les personnes qui vont nous écouter aujourd'hui. Les gens ont tendance
à se trouver beaucoup d'excuses et à se saboter eux-mêmes. Vous, votre rôle, c'est d'être un motivateur et de leur permettre de se rendre compte qu'ils ont toutes les réponses, ils ont toutes les clés, ils ont toutes les réponses et ils ont toutes les possibilités à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc, quand les gens verront que vous êtes cette personne-là qui leur font comprendre qu'ils peuvent tout faire, vous aurez des clients qui seront fidèles sur des années et des années. Si tu devais redémarrer ton business, là, tu devais démarrer ton activité de coach le 1er janvier 2024, tu t'y prends comment? Je redémarre toute mon activité? Ouais, tu redémarres de zéro avec l'expérience que tu as aujourd'hui. Ok, si je repars de zéro aujourd'hui avec l'expérience que j'ai, tu retournes dans ta cave? Je retourne dans ma cave et j'investis dans moins de matériel. Je me forme encore plus et je modifie mes tarifs dès le début. Je travaille sur ma grille tarifaire dès le début. Alors revenons à cette grille de tarifs. Qu'est-ce que tu as pu comprendre sur les tarifs avec l'expérience que tu as sur le coaching? Je me suis rendu compte déjà de ce que tu disais tout à l'heure, hein, la plus-value, c'est super important. À partir du moment où tu fais comprendre aux gens l'intérêt qu'ils ont à faire du coaching avec toi et ce que tu vas leur apporter, tu peux vendre un accompagnement des 100, des 1000, tu peux le vendre 1 million s'il faut. Si la personne, elle se rend compte de ce que tu lui apportes, il n'y a aucun problème. Donc, ce que j'ai compris, c'est déjà, il faut arrêter de vendre à l'heure parce que tout le monde n'est pas pareil. Tu vois, moi, j'ai des personnes, je leur fais 20 minutes de séance, c'est largement suffisant. Et d'autres, je vais rester beaucoup plus longtemps. Donc, vendre à l'heure, je trouve que ce n'est pas forcément la meilleure des choses à faire. Qu'est-ce que tu leur dis? Tu leur dis qu'on va faire une séance ensemble, mais ça peut durer 20 minutes comme ça peut durer 50? Exactement. C'est exactement la façon d'amener les choses. Je leur explique qu'en fonction de leur état du jour, parfois, ils auront besoin de parler, donc on va faire que parler. En fonction de leur état de fatigue, peut-être que 20 minutes de séance, ce sera suffisant. Et des fois, peut-être qu'une heure, ce sera beaucoup plus intéressant pour eux. Ouais. Ok. Et tu es dans une démarche holistique, enfin, tu greffes, tu m'as dit tout à l'heure que tu faisais de l'hypnose ou autre. Dans ton accompagnement, il n'y a pas que des séances de sport. Qu'est-ce que tu vends comme accompagnement? Alors maintenant, étant donné que je me suis spécialisé, j'ai un accompagnement qui est vraiment global. Ce qui veut dire que, et vu que je me spécialise, j'ai des personnes qui sont comme moi, qui ont des troubles du comportement alimentaire, des personnes en surpoids, qui ont vraiment besoin de travailler sur le global. Donc, ça va être de la prépa mentale, puisque je suis aussi certifié en prépa mentale, de la préparation mentale, beaucoup de PNL, parce que la programmation neurolinguistique, c'est vraiment quelque chose de phénoménal pour débloquer des petites choses et travailler sur les objectifs des gens. L'hypnose, ça sera plus sur la compulsion alimentaire ou éventuellement pendant la séance de sport. Hein, sur les personnes qui ont des discours internes qui sont un peu négatifs, j'y arriverai pas. Mmh. Donc, mes séances, ça va être parfois 1 heure à pédaler sur le vélo et à parler, à échanger pour avancer. Il y a des pleurs, il y a des larmes, il y a des rires. C'est vraiment plus du tout du coaching sportif. Tu vois, je ne suis pas là à compter les reps ou autre. On avance vraiment sur quelque chose de très, très global. Ouais. Ok. Et le online, tu as testé? Pas testé? Tu as un avis particulier là-dessus? Le online, en fait, au départ, quand je suis sorti de formation, j'ai essayé de vendre quelques programmes en ligne, mais c'est un échec cuisant selon moi. C'est vraiment quelque chose de pas. C'était une très mauvaise expérience. En fait, parce que déjà, j'avais pas l'expérience. Donc, tu veux vendre des programmes, mais tu connais rien du tout. Ça fait 4 mois que tu es sorti de diplôme. Donc là, c'était une très mauvaise expérience. Maintenant, le online, je dirais que ça peut marcher, mais il faut vraiment s'accrocher. C'est pas dès le début et il y a beaucoup de boulot au début, quoi. Est-ce que tu aurais une ressource à nous partager, un livre ou un podcast que tu donnerais à tous les coachs que tu verrais? Tu sais, moi, je suis plus dans la démarche émotionnelle en ce moment. Donc, ce ne serait pas des livres sur le fitness. Par contre, Non, pas forcément de livres sur le fitness, mais des choses en fait qui t'ont toi peut-être débloqué au niveau du mindset, au niveau du business. Les accords Toltec. Les accords Ouais. Toltec, je trouve ça vachement intéressant, ouais. Et pour les personnes, parce que tout le monde n'a pas vécu ça, il y a beaucoup de coachs aussi qui n'ont pas cette notion d'alimentation émotionnelle. Tu vois, donc ils vont se retrouver à coacher des personnes qui vont avoir des craquages, des excès, et qui ne les comprendront pas. À ces personnes, je recommande le livre qui s'appelle « Cessez de manger vos émotions ». Ça permet de comprendre beaucoup de choses sur l'alimentation émotionnelle et compulsive.
et ça permettrait peut-être au coach de coacher différemment et d'arrêter d'allumer une personne qui a fait une crise d'hyperphagie alors que la personne est déjà super mal. Excellent. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas encore posée? Ouais, est-ce que je suis de la famille de Teddy Riner? C'est vrai ça, je t'ai même pas posé la question. Et ben alors, est-ce que tu as un lien de parenté? Est-ce que tu as fait ton arbre généalogique? Ouais, non, mais totalement, j'ai pas besoin de faire de la généalogique. En fait, c'est mon petit cousin, c'est le fils de mon cousin, ouais. On se voit pas. Ça fait un petit moment que je l'ai pas vu, mais j'ai pas la démarche d'aller vers lui pour essayer de gratter du buzz ou quoi que ce soit. Je suis très content de ce qu'il fait, je suis très fier de lui et je suis très fan, mais j'essaie pas d'aller gratter du buzz avec lui. Mais oui, c'est bel et bien mon petit cousin. Et non, mais c'est vrai que j'avais pas, tu vois, ça avait été, ok, excellent. Et est-ce que tu vas aller le voir à Paris? Non? Peut-être pas, tu t'as pas, non? J'aimerais bien, mais pour le moment, j'ai pas encore le temps. C'est ça le problème, c'est le temps. Et c'est pour ça que l'objectif 2024, c'est de me dégager du temps pour pouvoir faire ce genre de choses. Ouais. Parfait. Et ben, en tout cas, merci de ce partage. Je pense que c'était enrichissant de voir un petit peu le parcours, parce que souvent on voit les gens, bah ouais, il a réussi parce que bon, j'aime bien, c'est pour ça que j'aime bien creuser, et on voit que le parcours il est semé d'embûches, hein, pour chacun d'entre nous. C'est jamais tout blanc ou tout noir, mais c'est un chemin. Tu as douté à un moment donné par rapport à tout ce que tu as pu tout ce que tu as pu avoir là comme pas comme galère, mais c'est des expériences de vie pour moi qui te font avancer, je pense. En fait, je crois que j'ai jamais vraiment douté. Si, quand j'étais en Guadeloupe, quand j'étais vraiment au fond, là, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Mais sinon, moi, j'avance. En fait, j'ai pas le temps de douter. C'est comme le syndrome de l'imposteur, ça ne sert strictement à rien. À un moment, tu fonces, tu y vas, la peur, elle ne sert à rien du tout. Faut pas douter, faut faire. Et une fois qu'on a fait, on revient, on regarde ce qui s'est passé derrière, on se dit, bah voilà, j'ai eu raison de le faire. Faut juste se donner les moyens. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des coachs qui doutent en ce moment ou qui n'arrivent pas à développer leur business, qui ont essuyé des échecs? Ça serait quoi ton message? M'en veux pas, Andy, je leur dirais de venir et de tester ma formation. Elle est faite pour ça. Mais sinon, non, il n'y a aucune raison de douter. Vous êtes dans un métier où on manque, on est en sous-effectif de coachs sportifs en France. Et en plus, il y a 80% des coachs, au bout de 2 ans, c'est bon, ils arrêtent. Donc, vous êtes dans le bon métier. Il faut juste vous donner les moyens, continuer de vous former. Très important aussi, on disait que c'est important de se former, de se spécialiser, mais les formations business, c'est super important aussi. Parce que si vous n'êtes pas forcément vendeur, moi j'ai la chance d'avoir été commercial pendant des années, si vous n'êtes pas vendeur, il faut vous former à la vente, parce que c'est le nerf de la guerre. Il faut remplir son frigo, il faut se vendre, donc il faut se former. Eh ben, merci bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, sur les réseaux? Alors, on a la page Ma Résolution Coaching Studio sur Instagram. J'ai mon Instagram perso, c'est Mathieu Riner, coach sportif, tout attaché. Et sur Facebook, Mathieu Riner et Ma Résolution Coaching Studio. Donc, j'insiste sur le nom Ma Résolution, déjà parce que c'est mes initiales et parce que chaque personne qui vient au studio se rappelle que c'est sa résolution. Excellent. Eh ben, merci Mathieu. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un 5 étoiles et un petit commentaire à Mathieu. En tout cas, j'ai été ravi de partager ce moment avec toi. Merci beaucoup. Merci à toi, Andy, pour ta patience, parce que c'était très long. Et merci pour ton invitation, en tout cas. Merci à tous. Et puis, on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un nouvel invité. Ciao. Ciao. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.